À l'aube du XXIe siècle, dans les sociétés occidentales, les femmes ont fait une entrée progressive et remarquée dans des métiers de niveau social élevé, longtemps réservés aux hommes. Des femmes médecins, des femmes scientifiques, des femmes artistes, des femmes magistrates sont des réalités aujourd'hui couramment rencontrées dans le monde du travail. Les positions socio-professionnelles élevées n'en restent pas moins, encore très masculines, et ce d'autant plus que l'on s'élève dans la hiérarchie sociale. Ainsi, la catégorie cadre et profession intellectuelle supérieure reste une catégorie majoritairement masculine. En 2009, 60,5% des cadres sont des hommes. Les postes de direction sont plus masculins encore. En 2012, les femmes occupent un tiers des postes d'encadrement dans les entreprises du secteur public et semi-public. Dans la fonction publique, elles sont 32% dans les postes de direction, alors qu'elles représentent environ 60% des agents. Sous-représentées chez les cadres et dans les postes d'encadrement, les femmes le sont encore davantage parmi les dirigeants salariés d'entreprise, puisqu'elles en constituent à peine 17%. Et cette proportion diminue d'autant plus que la taille ou le chiffre d'affaires des entreprises augmente. Dernier élément, le taux de féminisation des conseils d'administration du CAC 40. Il a fait un bond en avant depuis les lois favorables à la féminisation des conseils d'administration, passant de 10,5% en 2002 à 22,3% en 2012. Mais la proportion de femmes au sein des exécutifs des conseils d'administration reste, elle, très basse, à 3,3% seulement. Comment expliquer donc la permanence du caractère très masculin des positions professionnelles élevées, et ce d'autant plus que l'on s'élève dans la hiérarchie socio-professionnelle? Comment comprendre également les processus sociaux par lesquels ou sur lesquels se sont appuyées les femmes depuis plus d'un siècle pour pénétrer ces univers masculins? Tel sera l'objet de cette présentation. La métaphore du plafond de verre a émergé à la fin des années 70 dans la littérature managériale états-unienne afin de rendre compte des barrières invisibles qui limitent l'accès des femmes à la hiérarchie supérieure des organisations. Alors même que sont levées les barrières légales, les femmes continuent à avoir des carrières professionnelles en moyenne moins favorables que celles de leurs collègues hommes, et ce dans tous les domaines professionnels étudiés. Mais si la métaphore du plafond de verre a eu un succès certain dans les médias, elle s'avère cependant limitée dans sa capacité à comprendre les mécanismes plus subtils et cumulatifs de fabrication des inégalités sexuées. Les recherches actuelles discutent et reformulent donc cette métaphore. D'autres mécanismes, plus informels, peu visibles, se cumulent aux différents moments des carrières féminines, du recrutement à la retraite, pour handicaper les femmes en comparaison aux hommes dans leur progression professionnelle, produisant ce que la chercheuse Joanna Kerr nomme une situation de cumulative disadvantage, handicap cumulatif. 4 mécanismes informels principaux ont ainsi été identifiés par les littératures scientifiques comme pouvant expliquer de manière unique ou cumulée, selon les contextes, les situations moins favorables des femmes comparativement aux hommes. Un premier mécanisme qui sous-tend donc la moindre propension des femmes à accéder aux fonctions les plus élevées des hiérarchies socio-professionnelles dans certains secteurs professionnels et leur moindre accès, dès les premiers temps de leur carrière, aux postes les plus favorables à la promotion. Les postes opérationnels, à la fois le plus proche du pouvoir et favorisant la reconnaissance des qualités managériales attendues, leur sont moins facilement concédés qu'à leurs collègues hommes. Et ceux que l'on parle de femmes d'entreprise, de scénaristes d'Hollywood, des femmes politiques ou des financières de Wall Street. Elles sont donc plus naturellement affectées à des postes fonctionnels ou à des genres traditionnellement féminins, moins valorisés, moins porteurs. Deuxième mécanisme, la moindre capacité des femmes à être cooptées et à s'insérer dans des réseaux sociaux favorables sur le déroulement de la carrière des femmes dans les mondes professionnels comme l'entreprise ou les mondes de l'art. Encore dominés par les hommes, en nombre mais aussi en capacité de pouvoir, les détenteurs des positions professionnelles élevées tendent à privilégier de manière naturelle un entre-soi masculin qui se révèle plus favorable aux hommes qu'aux femmes dans le temps. Et ce qu'il s'agisse d'accéder à des postes de haute direction, ou de devenir une dirigeante syndicaliste, une dirigeante politique, d'être promue à l'université ou de réussir à vivre de sa musique. Troisième mécanisme, les stéréotypes féminins, qui peuvent, là encore, s'avérer contraires à l'accès à la promotion et à l'exercice de l'autorité. Les femmes tendent à se voir associer de manière souvent inconsciente des stéréotypes féminins défavorables à l'exercice de positions professionnelles élevées. Faiblesse, passivité, dépendance, émotivité, mère dévouée à sa famille, autant de stéréotypes qui sont plutôt contraires à la reconnaissance de la capacité des femmes à s'affirmer, à exercer leur activité de manière autonome, à être responsables, à être créatives. Elles sont alors plutôt victimes d'une injonction paradoxale.
Soit elles se comportent de manière masculine et sont jugées trop agressives, soit elles répondent aux stéréotypes féminins et sont considérées comme insuffisamment affirmées ou efficaces. Quatrième et dernier mécanisme, la difficile articulation entre vie privée et vie professionnelle. Les recherches montrent que dans ces positions sociales professionnelles élevées, le modèle de l'employé dédié à son entreprise, à son syndicat, à son parti politique reste un modèle très prégnant. Du fait de la répartition inégalitaire des tâches domestiques au sein des couples, les femmes restent défavorisées dans l'accès à ce type d'emploi répondant à ces attentes. Soit parce qu'elles exercent justement ces activités domestiques et maternelles plus que leurs conjoints, elles peuvent difficilement y répondre et vont donc rater certaines étapes de progression professionnelle, soit si elles répondent à ces demandes et par exemple choisissent de ne pas avoir d'enfant ou d'avoir un enfant éduqué de manière un petit peu atypique, elles vont tendre à être considérées comme moins fiables par leurs collègues masculins. La féminisation des métiers, des positions... Depuis un siècle, on a constaté une très forte féminisation des positions socialement élevées et cette féminisation s'est appuyée sur plusieurs ressorts de transgression. Un premier ressort est l'école et la mise en œuvre de règles formelles favorables aux femmes. En effet, l'accès des femmes à l'enseignement supérieur, l'ouverture des concours à tous et à toutes, la mise en place de quotas ou de règles formelles se révèlent toujours favorables à l'accès des femmes aux métiers prestigieux, aux positions sociales professionnellement élevées. Et ce d'autant plus que les femmes tendent à mieux réussir à l'école et à mieux réussir dans les concours. Cette raison explique par exemple que la profession de médecin est aujourd'hui devenue majoritairement féminine, comme la magistrature qui s'est également très largement féminisée depuis l'accès des femmes au concours de magistrats. Deuxième ressort de la transgression, les sursocialisations familiales et sociales. Les enquêtes font apparaître en effet que les femmes qui accèdent et se maintiennent dans les positions sociales élevées tendent à être plus diplômées que les hommes et qu'elles sont également d'origine sociale plus favorable que leurs collègues masculins, qu'elles bénéficient de ressources sociales spécifiques, accès à des écoles prestigieuses, conjoints homogames, favorables, etc. Donc ces sursocialisations familiale, sociale, scolaire, aident certaines femmes, notamment les pionnières, à accéder à des positions qui leur étaient a priori refusées, grâce à l'accès à des réseaux masculins plus favorables, grâce au développement d'apprentissage relationnel et technique, grâce à une meilleure prise en compte de leurs capacités par leur environnement. Troisième mécanisme informel favorable à la féminisation, le fait que les femmes apprennent à jouer et à déjouer les stéréotypes sexuels dont elles sont a priori victimes. Confrontées à des stéréotypes contraires, deux stratégies sont rencontrées. Première stratégie, la masculinisation. Certaines femmes, plutôt minoritaires, décident de masquer leur féminité par des vêtements, des comportements affirmés, l'absence de maquillage. Ce comportement, plus fréquent chez les pionnières, beaucoup moins fréquent dans les mondes plus féminisés, leur permet de prendre des positions qui, a priori, ne leur étaient pas attribuées. Elle peut cependant avoir pour danger de les rendre perçues comme trop agressives, inhumaines, insuffisamment à l'écoute des autres. Deuxième stratégie, la mobilisation des capitaux féminins, mais cette fois-ci de manière positive. Les femmes peuvent user d'un capital de séduction, de leur capacité à être à l'écoute en tant que mère, de leur capacité à savoir négocier pour se faire reconnaître comme des cadres d'entreprise, des musiciennes, des chirurgiennes plus compétentes ou plus capables que les hommes de réaliser leur activité professionnelle. Là encore, cette stratégie ouvre des portes à court terme, mais peut se révéler nuisible à moyen-long terme, dans la mesure où les règles du jeu restent masculines. Dernier ressort de la transgression, la capacité de certaines femmes à articuler vie professionnelle et vie privée autrement. En décidant de ne pas avoir de contraintes familiales, absence d'enfants ou même de vie en couple, notamment chez les pionnières ou des femmes de très haut niveau, ou capacité à négocier leurs contraintes familiales de manière originale avec l'aide de grands-parents, de conjoints, et en renversant d'une certaine manière le poids des contraintes familiales, en trouvant d'autres manières d'éduquer leurs enfants. Pour conclure, il apparaît que si les mouvements de féminisation des positions socio-professionnelles élevées est bien à l'œuvre, grâce à de multiples ressorts sociaux, il n'en reste pas moins inachevé et réversible, voire très fragilisé en raison des obstacles spécifiques encore présents auxquels les femmes sont confrontées comparativement aux hommes.
De manière générale, on peut cependant observer que les inégalités sexuées sont d'autant plus contenues, d'autant plus réduites, voire disparaissent, d'une part lorsque des règles formelles fixent les possibles aux différents moments de la carrière, et d'autre part lorsque des pressions sociales, internes et externes, se manifestent pour limiter les phénomènes de cooptation et d'exclusion dont sont plutôt victimes les femmes comparativement à leurs collègues hommes.